Et nous sommes de retour sur ce plateau pour la suite de notre conférence sur la propriété intellectuelle. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent au menu. Notre deuxième table ronde, on va parler de souveraineté et PME, la propriété intellectuelle au service de la relance pour les PME. Mais avant de donner la parole à nos panélistes et à notre modérateur aujourd'hui, François-Xavier de Beaufort, je vous propose de regarder cette vidéo et on se retrouve juste après. Il existe une corrélation positive entre la détention de titres de propriété industrielle et les performances économiques des entreprises. Et cette corrélation, elle est encore plus marquée lorsqu'il s'agit de PME. Le rôle de la propriété intellectuelle est stratégique et fondamental dans le développement de notre société. Barracuda est une société française qui combine des technologies d'objets connectés avec de l'analyse de données pour améliorer les pratiques quotidiennes des utilisateurs en prévention santé. Son business model est assis sur des contrats de licensing avec des grands groupes pour diffuser et valoriser nos innovations et nos technologies sur le plan mondial. Energy Square est une entreprise fondée en 2015 et nous développons une technologie de charge sans fil pour les appareils électroniques. La propriété industrielle, c'est un outil stratégique pour Energy Square depuis le premier jour, puisque notre modèle, c'est de vendre justement des licences de notre technologie à des fabricants d'appareils électroniques. Et ce qui est très important, c'est vraiment d'avoir une approche à 360 de la propriété intellectuelle et industrielle, pas seulement se concentrer sur un outil, et on fait en sorte que ces outils soient utilisés par l'ensemble de l'entreprise et pas seulement par quelques fonctions. Les entreprises peuvent intégrer la propriété intellectuelle dans leur stratégie de développement et pour réduire les risques, éviter tout simplement de se faire copier, d'augmenter sa crédibilité, sa valeur sur le marché. Ça permet notamment de lever des fonds. La propriété industrielle, c'est une des premières questions qui est posée par les fonds d'investissement lorsqu'ils auditent une entreprise. Donc ça a été énormément regardé chez Energy Square et heureusement qu'on avait bien protégé notre technologie finalement. Cela crédibilise aussi l'équipe R&D, sa qualité, sa capacité à innover, à inventer. Le fait de détenir des titres de propriété industrielle peut générer des participations à des consortiums, peut générer des partenariats et différents travaux avec des grandes entreprises ou avec des labos de recherche par exemple. Au niveau européen, moins de 10% des PME détiennent au moins un type de titre de propriété industrielle, marque, brevet ou dessin des modèles. Et l'une des principales raisons, c'est la méconnaissance du sujet par celle-ci. J'ai l'exemple d'une PME que j'ai accompagnée qui m'a sollicité pour réaliser un prédiagnostic. On s'est rendu compte en fait qu'elle n'avait pas encore déposé les marques de ses produits ou qu'elle envisageait le dépôt de brevet d'une technologie, mais qu'en fait elle en avait plusieurs autres à protéger. Il faut sans cesse former les dirigeantes et les dirigeants de jeunes entreprises aux enjeux de la propriété intellectuelle et industrielle. Cette protection de notre propriété intellectuelle représente à peu près 15% de notre budget de R&D global annuel. Il est vrai que le coût, la longueur des procédures et leur complexité peuvent apparaître comme des freins significatifs. Ce qui peut coûter cher, ce sont bien sûr les frais de dépôt, si c'est des brevets très techniques, d'avoir recours à des conseils en propriété industrielle. Et ensuite, les frais d'extension à l'international. Et un autre frein qui peut intervenir après l'exploitation, c'est le financement pour faire respecter ces droits de propriété intellectuelle, notamment lorsqu'une entreprise tierce qui peut venir des États-Unis, d'Asie, peut attaquer une entreprise française ou européenne sur une violation de droits. Et là, ce sont des procès et des procédures qui peuvent coûter vraiment une somme considérable pour les jeunes entreprises. C'est vrai qu'on entend souvent que la propriété industrielle coûte cher. En réalité, ça coûte encore plus cher de ne pas se protéger. La propriété intellectuelle est un élément de souveraineté, donc d'autonomie, voire d'indépendance d'un pays, sans parler de sa compétitivité. Et à l'heure où nos États et l'Union européenne consentent des investissements colossaux pour la relance, il est impératif d'inclure dans cette stratégie une dimension de protection de la propriété intellectuelle pour renforcer nos atouts et asseoir la position européenne sur la scène technologique mondiale. Et
c'est l'heure d'accueillir notre modérateur, François-Xavier de Beaufort, directeur de l'Action économique, qui va modérer cette discussion. François-Xavier, on se retrouve tout à l'heure pour les questions-réponses. C'est à vous. Merci, bienvenue dans cette table ronde, la deuxième de la journée. Nous sommes vraiment très heureux d'être parmi vous. Nous allons discuter de propriété industrielle et de PME, ou plus exactement, comment est-ce que l'utilisation des outils de propriété industrielle peut rendre service aux entreprises et notamment les PME. Vous l'avez vu dans la vidéo que nous avons regardée ensemble, il y a énormément de manières différentes d'utiliser les outils de la propriété industrielle et si on les utilise bien, ils peuvent être des outils très puissants. C'est ce qui a motivé la composition de notre table ronde aujourd'hui, composée de personnalités très complémentaires. Nous commencerons par l'intervention de Yann Meinière, économiste en chef à l'Office européen des brevets, qui, grâce à des études récentes de l'Office européen des brevets, pourra nous montrer quel est le lien qui peut exister entre justement l'utilisation de la propriété industrielle et la performance des entreprises, des PME notamment. Puis nous donnerons la parole à Andrea Di Carlo, directeur exécutif adjoint de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, qui nous donnera donc la vision de l'Office et les outils déployés en commun avec la Commission et les offices nationaux, comme l'INPI pour la France par exemple. Puis nous aurons la chance d'entendre Jean-David Malo du Conseil européen de l'innovation. Il sera question de technologies de rupture et également de l'entendre pour voir comment est-ce que les différents acteurs européens travaillent en parfaite harmonie sur ces sujets-là. Notre table ronde est également constituée de Véronique Willems, secrétaire générale de SME United, qui est au contact quotidiennement des PME et donc qui nous expliquera quelle est sa vision des choses, à la fois les besoins des entreprises, mais également les difficultés auxquelles elles font face. Puis nous aurons deux interventions de groupes avec des profils très différents. OVH Cloud avec Audrey Plantureux, responsable de la propriété intellectuelle pour OVH, puis Rosemonde Maillet du groupe Lactips, entreprise créée en 2014, récente, qui nous exposeront toutes les deux comment est-ce que la stratégie en propriété industrielle s'intègre parfaitement dans leur stratégie d'entreprise. Puis nous terminerons avec Jacques Lévinaire. Alors Jacques Lévinaire, c'est très compliqué à présenter parce que nous n'avons qu'une heure et demie. Pour être très simple, Jacques est à la fois le Mozart des entrepreneurs et le Léonard de Vinci des temps modernes. Donc ce sera en quelque sorte le feu d'artifice de notre table ronde. Donc je n'en dis surtout pas plus, un seul conseil, restez avec nous jusqu'à la fin pour assister à ce feu d'artifice. Sans plus tarder, je donne la parole à Yann Meinière. Yann, pouvez-vous s'il vous plaît nous dessiner le paysage actuel en Europe et surtout nous dire est-ce qu'il y a un lien entre l'usage de la propriété industrielle et la performance économique des PME? Oui, bonjour et merci pour cette invitation. C'est un plaisir de partager ce panel sur un sujet très important. Alors, effectivement, je vais utiliser le temps de mon intervention pour positionner le sujet en m'appuyant sur les études que nous avons réalisées au cours des dernières années, souvent avec nos collègues de l'EUIPO, sur la question des PME et de la propriété intellectuelle. Et le premier point que je voudrais faire, c'est il faut pas nécessairement aborder la question des PME en isolation. Les PME font partie de l'écosystème plus large. Elles interagissent avec des universités, avec des grandes entreprises. Et la première manière de les aborder, c'est de les positionner dans ces écosystèmes que sont les industries intensives en droit de propriété intellectuelle. Donc, c'est pourquoi nous maintenons tous les 3 ans avec l'EUIPO une étude sur la contribution de ces industries à l'économie de l'Union européenne, avec des chiffres simples et clairs. Les industries intensives en droit de propriété intellectuelle représentent 45% du PIB de l'Union européenne, 39% de l'emploi. Et bien sûr, ces chiffres dépendent de la façon dont on définit les industries intensives en droit de propriété intellectuelle. Dans notre cas, ce sont toutes celles qui font un usage supérieur à la moyenne des droits de propriété intellectuelle par rapport au nombre d'employés. Mais quelle que soit la façon dont on établit le seuil, dont on les définit, on aura le même type de résultat, une contribution nettement plus élevée au PIB, 45%, qu'à l'emploi, 30%, ce qui signifie que par rapport aux autres industries, ces industries sont beaucoup plus performantes en termes de valeur ajoutée par employé, en termes de productivité.
C'est vraiment un point commun à tous les secteurs économiques qui ont recours à la propriété intellectuelle, et cela est dû au fait que ce sont des secteurs qui investissent dans l'immatériel, dans les actifs intangibles, dans l'innovation, et qui, pour cette raison, ont également recours à la propriété intellectuelle. Alors cette performance, cette focale sur les actifs intangibles se retrouve dans d'autres indicateurs, par exemple la productivité et donc les salaires des employés de ces industries. En moyenne, les salariés des industries intensives en propriété intellectuelle sont 50% plus élevés à peu près que ceux des autres industries, et même plus 72% dans le cas des industries qui utilisent intensivement le brevet. Et on voit également que ces industries intensives en propriété intellectuelle sont responsables pour l'essentiel du commerce extérieur de l'Union européenne, de l'ordre de 80% des importations et des exportations. Donc ce sont vraiment les industries européennes qui sont exposées à la compétition globale et qui sont le moteur économique et de l'innovation de l'Europe. Alors ça vaut bien sûr pour les grandes comme les petites. Et donc c'est intéressant de voir si ces résultats et ces performances supérieures s'appliquent également aux PME qui font partie de ces industries. Et la réponse est clairement oui. Ça a été mentionné rapidement dans la vidéo qui est passée juste avant la table ronde. Nous trouvons, en regardant de plus près les PME qui utilisent des droits de propriété intellectuelle, qu'elles ont un niveau de revenu moyen par employé beaucoup plus élevé que les autres PME, de l'ordre de 68%, et cette différence est beaucoup plus marquée que dans le cas des grandes entreprises, où c'est 18% seulement. Donc on a vraiment une catégorie à part de PME, celles qui utilisent les droits de propriété intellectuelle, et encore une fois, c'est pas parce qu'elles déposent des droits de propriété intellectuelle, mais c'est parce qu'elles investissent dans l'innovation, elles investissent dans l'immatériel, et pour cette raison, elles ont recours aux droits de propriété intellectuelle. On voit aussi, et c'est intéressant, que la surperformance de ces PME est encore plus marquée lorsqu'elles font usage de différents types de droits de propriété intellectuelle. Lorsqu'elles combinent des brevets, des marques et des dessins et modèles, leur performance est 2 fois plus élevée que les autres PME. Hem, cette, ces chiffres sont assez impressionnants, je pense. Ils peuvent aussi être ouais, appeler le commentaire que certes, les industries, les PME qui utilisent des brevets sont plus performantes, mais peut-être aussi c'est parce qu'elles sont plus performantes, plus riches, qu'elles utilisent des brevets. Donc c'est intéressant de regarder aussi, c'est important de regarder d'autres indicateurs, et pour ça nous avons, notamment regardé les indicateurs de croissance, et là encore, on observe une importante corrélation entre l'utilisation des droits de propriété intellectuelle à un instant T et la croissance des années ultérieures. Donc, pour citer quelques-uns de ces chiffres, les PME en Europe qui détiennent des droits de propriété intellectuelle ont 21% plus de chances de croître dans les années suivantes, et ces chances augmentent à 26%, plus 26%, lorsqu'elles utilisent des droits de propriété intellectuelle européens, par exemple des brevets européens ou des marques européennes. Alors pourquoi cela? Bah, toujours la même explication, ce sont des PME qui innovent, c'est parce qu'elles innovent qu'elles ont recours, à la protection intellectuelle, et c'est cette, capacité à innover qui alimente leur croissance, et de même, cette croissance ou cette probabilité de croissance est plus élevée pour celles qui déposent des brevets européens ou des marques européennes, parce qu'elles visent une croissance, le simple fait qu'elles déposent ce type de droit signale le fait qu'elles visent une croissance à l'échelle du marché européen, donc avec un potentiel plus élevé. Donc nous avons là une série de chiffres qui je pense, démontrent le lien entre performance économique des PME et recours aux droits de la propriété intellectuelle, avec dans tous les cas ce fil rouge qu'il s'agit de PME qui investissent dans l'innovation. Donc la question qui reste et que je voudrais aborder maintenant rapidement, c'est celle de la façon dont le brevet ou les autres droits de propriété intellectuelle aident ces PME. Pourquoi concrètement ont-elles recours à la propriété intellectuelle? Alors c'est une question à laquelle on peut répondre à partir d'enquêtes que nous avons menées auprès de nos déposants, notamment des PME. Et ces enquêtes sont intéressantes parce qu'elles montrent que certes, bien sûr, les PME ont recours d'abord aux brevets pour protéger leurs inventions contre l'imitation. Donc pour la quasi-totalité d'entre elles, c'est le motif principal, mais ce n'est pas le motif unique, et c'est très important à souligner. Les PME ont aussi recours aux brevets pour améliorer leur réputation, gagner en visibilité, pour se financer, donc pour attirer des investisseurs, et beaucoup
pour organiser des contrats, donc pour organiser des contrats de licence, pour organiser des contrats de collaboration, des contrats de production autour de la technologie. Et le brevet, la propriété intellectuelle est un outil absolument indispensable pour ça, dès lors que les contrats portent sur l'innovation et sur la technologie. Et c'est particulièrement important de souligner cette fonction transactionnelle des brevets, que les collaborations, les contrats sont extrêmement importants pour les PME, pour croître. Nous avons aussi demandé à nos déposants comment est-ce qu'elles réussissent à commercialiser leurs inventions brevetées et comment. La réponse est oui pour la commercialisation dans 2/3 des cas, et dans la moitié des cas de commercialisation, cette commercialisation passe par des partenariats extérieurs. Donc des partenariats pour la production, pour fabriquer des produits, des partenariats en recherche, des partenariats commerciaux pour accéder à des réseaux de distribution dans de nouveaux marchés nationaux. Donc les partenariats sont particulièrement importants pour les PME parce que par définition, ce sont de petites structures qui n'ont pas tous les actifs, toutes les ressources en interne, doivent s'appuyer sur des partenaires. Et dès lors que ces partenariats portent sur la propriété, sur l'innovation, sur la technologie, cela ne peut pas se faire sans droit de propriété intellectuelle. Et je voudrais conclure sur ce point. Dans la même enquête, nous avons demandé aux PME européennes donc, où est-ce qu'elles cherchent des partenaires, quel type de partenaires souhaitent-elles trouver. Et la réponse est très clairement qu'elles cherchent d'abord des partenaires en Europe. Donc elles trouvent des partenaires en Europe. Plus de la moitié d'entre elles ont un partenaire en Europe, et une proportion encore plus élevée, 68%, est à la recherche de partenaires en Europe. Ça montre que les PME qui déposent des brevets européens cherchent à croître dans le marché unique en priorité. C'est leur marché de croissance. Et donc, il est très important de leur assurer un accès facile à la protection des brevets sur l'ensemble de ce marché unique, d'où la pertinence du brevet unitaire qui a été discuté ce matin. Et je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Merci Yann pour tous ces chiffres, toutes ces statistiques, tous ces raisonnements qui, moi, me semblent particulièrement éloquents. Je retiens que les titres de propriété intellectuelle sont en fait des centres de profit et en aucun cas des centres de coût. C'est encore plus vrai pour les PME quand on vous écoute. Donc merci pour ce témoignage et ces analyses. Je me tourne vers Andrea Di Carlo. Pouvez-vous nous donner la vision de l'Office et également des difficultés selon vous des PME et comment est-ce que du coup les outils que vous déployez peuvent les aider à surmonter ces difficultés. Voilà, en 10 minutes, donc on va être très attentif à chacun de vos mots. Thank you. Thank you very much merci beaucoup. Comme Yann vient de nous expliquer, le témoignage que la propriété intellectuelle est extrêmement importante pour les PME. Nous avons également fait notre étude et notre analyse. Et il y a un chiffre qui est très important pour nous, même si toute la preuve nous montre que le pays est très important pour la croissance, pour la performance économique. Cependant, il n'y a que 9% des PME européennes qui déposent en fait un brevet. C'est le chiffre de base. Donc, on se pose la question, pourquoi que 9%? Nous avons analysé ces chiffres et ces raisons. On a travaillé avec les PME, on a interviewé des milliers de PME et on va répéter le même exercice cette année. En fait, c'est un manque de connaissances en ce qui concerne la propriété intellectuelle et les avantages de ceci. En plus, ils disent, oui, peut-être qu'on connaît le système, mais le système est tellement compliqué et ça coûte tellement cher que de temps en temps, c'est très difficile de se retrouver dans cette jungle. Alors, comment faire? Je vous expliquerai aujourd'hui ce que nous, au EUIPO, en collaboration avec l'Union européenne et les IPO, c'est-à-dire le réseau qu'on partage avec eux, les bureaux et pays de tous les offices de brevets au niveau national. On travaille ensemble pour fournir des outils qui
rendre l'accès très simple pour avoir l'accès au pays. Depuis quelques années, nous avons commencé un programme que nous pouvons appeler une transformation digitale qui nous ont donné, nous à EUEPO, des outils modernes qui permettent aux sociétés, des entreprises de s'inscrire et avoir cette expérimentation, en fait, de déposer leur brevet et avoir droit aux propriétés intellectuelles. C'est en cours et maintenant, il faut tirer avantage de tous ces avantages blockchain, l'intelligence artificielle et tout cela pour faire profiter l'industrie et surtout les petits PME qui ne connaissent pas bien nos process. Aujourd'hui, on parle de comment le pays peut aider ces PME et comment les PME sont un facteur très important pour la relance économique au niveau de l'UE. Comment y arriver? Qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que notre agence et le réseau que nous avons au niveau de l'Union européenne? La réponse est grâce à ce plan d'action que nous avons établi avec la Commission européenne en novembre 2020. La Commission nous a indiqué qu'il y avait deux phases de travail essentiellement, aider financièrement, aider les PME de protéger leurs droits de pays. Au mois de janvier l'année dernière, nous avons lancé les idées pour le business, un financement pour ceci. Ideas Powered for Business. C'était un financement pour aider les PME de pouvoir déposer leurs brevets pour les protéger au niveau régional et national. Et également de pouvoir être remboursé pour le scan de pays. C'est un genre d'audit qui donne l'information en ce qui concerne les biens qu'ils ont, les biens physiques et comment les pays peuvent protéger ces biens pour que ces biens rendent la société encore plus concurrentielle. J'avoue que ce premier financement au fond a connu beaucoup de succès. Nous avons eu 30 000 PME au niveau européen qui ont demandé l'accès à ce financement, à ce fonds. Et en plus de cela, plus de 75% de ces PME ne connaissaient pas ce système. Alors, ce fonds était très important et très réussi pour faire venir de nouveaux PME vers la propriété intellectuelle. Donc, grâce à ce premier succès de la part de tous nos partenaires, nous comprenons que l'édition 2022 de ce fonds qui a été lancé le 10 janvier est très attendue. Maintenant, nous avons un peu étendu la portée parce que nous avons pu couvrir le coût, en fait, de financer ces dépôts de brevets à l'extérieur de l'UE. Et ils peuvent être remboursés également au niveau, comme je disais, des brevets nationaux. Le début est assez prometteur. Nous avons pratiquement 2000 demandes de ce fonds depuis les 3 premières semaines d'existence de la version 2022. Mais nous comprenons que le fonds lui-même est très important, mais cela ne peut pas être le seul. Donc, chez nous, nous avons décidé de rajouter ce que nous appelons des autres moyens de soutien. Comment protéger au niveau des PME leur propriété intellectuelle. Alors, nous avons créé une plateforme qui permet les PME de trouver des conseils de la part des avocats qui se spécialisent sur le pays, mais sur une base volontaire, c'est-à-dire gratuitement. Et ceci a connu beaucoup de succès également. Tout récemment, nous avons lancé, en fait, depuis la semaine dernière, nous avons un site web spécifiquement pour les PME qui peut donner toutes les informations en ce qui concerne les activités, les outils, etc., les formations qui sont importantes pour eux pour avoir une meilleure compréhension des bénéfices de la propriété intellectuelle et la raison d'en avoir. Ce sont donc nos activités principales. Alors, le deuxième outil très important, c'était
c'était le centre d'information au niveau de l'Union européenne sur la propriété intellectuelle. On est en train de finaliser quel serait exactement de ce centre, mais je peux déjà anticiper que nous ne voulons pas que ce soit encore un autre outil, encore une autre agence ou organisme, etc. Déjà sur un paysage qui est extrêmement plein de PME. Mais nous espérons que via cet outil, nous allons pouvoir mieux connecter tous les réseaux qui existent au niveau national et européen pour que ces PME reçoivent toutes les informations dans la langue de façon pertinente. Et on travaille avec ces offices nationaux et nous pouvons améliorer ces liens, on peut les pousser encore plus pour les aider. Et puis finalement, je vous dirais que bien sûr, le pays en lui-même n'est pas un moyen. Cela fait partie du développement du business. Donc, il est très important qu'on essaye de relier ou de connecter l'écosystème de pays et surtout avec tout ce qui est l'écosystème des affaires ou commerciales. Dans ce cas-là, il est important, il faut donner beaucoup d'importance à cette initiative que nous avons prise de créer des partenariats avec d'autres agents, d'autres acteurs. Nous avons ce réseau qui s'appelle Ideas Powered for Business. Et grâce à ce partenariat, on peut mieux comprendre à quel moment la propriété intellectuelle devient importante dans la chaîne. Donc, nous avons SME United avec nous, avec Véronique Williams, et elle va nous expliquer ce que c'est. Mais en même temps, nous avons d'autres associations de comptables pour le crowdfunding, etc. Donc, il y en a beaucoup qui sont là pour soutenir les PME dans leur écosystème et qui nous permettent également de donner de l'information en ce qui concerne le pays au moment donné, au moment le plus opportun. Et puis finalement, je voudrais vous dire que alors, pour la relance économique, il est également très important que nous aidons l'innovation, aider le PME dans l'innovation, parce que l'API est important, un outil important pour que l'Union européenne arrive à des résultats, c'est-à-dire voir les résultats de leur R&D sur le marché. Pour cela, je voudrais vous parler tout particulièrement du partenariat que nous avons avec DG Research et Innovation. Donc, c'est un conseil de innovation européen, ISMEA, et l'Institut européen d'innovation et de technologie. Et nous sommes sûrs qu'avec cette collaboration, cette coopération, le pays deviendra une partie intégrée de la politique et la stratégie européenne. Et donc, R&D, tous les travaux de R&D vont arriver au niveau du marché, ainsi tous les consommateurs vont également profiter de cette innovation qui va améliorer la qualité de la vie de nos citoyens. Merci. Moi, ce que je retiens, c'est le caractère essentiel de ce network, de ce réseau. Et donc, on voit bien la complémentarité des différents acteurs. C'est très prometteur. Moi, en tant que directeur de l'action économique de l'INPI, l'Office français, je me réjouis du coup de ces outils qui sont à disposition des PME, notamment les PME françaises. Je pense que tous les ingrédients sont réunis, à la fois avec les gammes de prestations que nous avons sur notre territoire et tout ce que va pouvoir offrir l'Office de l'Union européenne. J'ai bon espoir qu'on puisse inverser la tendance et qu'on passe de 10% à 90% de PME qui pourront utiliser les outils de propriété intellectuelle. C'est ce qu'on peut souhaiter. Du coup, Véronique, pouvez-vous, avec votre expérience, partager, selon vous, quels sont les principaux besoins, les principales préoccupations des PME? Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer faire pour les aider davantage? Thank you. Yes, and also very happy to join the discussion today. Oui, je vous remercie. Je suis ravi de me joindre aux échanges d'aujourd'hui, concentré ici sur la reprise. Avec l'assouplissement de la pandémie, une page va se tourner et nous allons pouvoir aller vers plus d'opportunités, plus d'innovation, accélérant avec la fin de la pandémie. L'innovation, très importante.
important. Cela a été soulevé, cela a été relevé par les derniers panélistes. Et la protection de la propriété intellectuelle, c'est absolument essentiel. Nous sommes tous là pour protéger nos marques et innovations. Certains de ces éléments du puzzle sont là, comme par exemple la propriété, les droits de reproduction, les droits d'utilisation. Ces droits sont là. Mais qu'en est-il justement du dépôt des brevets, de la propriété intellectuelle? Rappelez-vous, il y a 50 ans, lorsque nous essayions à l'époque d'obtenir des droits unifiés pour l'Union européenne, eh bien voilà, l'objectif était et reste eh bien, de ne pas avoir à déposer un brevet dans chacun des pays de l'Union européenne. Mais un brevet vaut pour l'ensemble. Donc maintenant, nous sommes arrivés à cela. L'objectif est maintenant d'appliquer ces droits. Le fait de déposer un brevet en France eh bien, rend ce brevet pertinent, applicable en Roumanie, en Autriche. Et donc l'objectif est là d'appliquer les droits dont vous disposez et cela requiert un engagement fort. Ce qui veut dire que les acteurs du monde de l'entreprise n'ont pas à entreprendre ce processus long, ce processus compliqué et ne l'écarte pas de l'activité qu'il ou qu'elle est en train de développer. Car effectivement, en tant que chef d'entreprise, vous devez gérer tant d'autres choses, la comptabilité, le recrutement, et il y a également tous les droits du travail applicables dans différents pays où vous évoluez ou dans le pays où vous êtes en activité. Et puis il y a également les violations de la propriété intellectuelle et des brevets. Alors, comme les hommes d'affaires, les femmes d'affaires se concentrent principalement sur le cœur de leur métier, sur leur activité principale, eh bien, il faut s'assurer qu'ils disposent d'un socle de savoir. Il faut qu'ils aient justement la notion de protection de la propriété intellectuelle en tête. Et également, il s'agit là de soutenir un écosystème qui soit durable. Et ici, à même de défendre les droits des entreprises. C'est la raison pour laquelle, eh bien, lorsqu'une entreprise passe en revue les actifs, la question est de savoir comment je vais pouvoir les protéger, de quelle manière, et parce qu'il y a également le time to market, le cycle de vie du produit. Est-ce que cela vaut la peine de consentir les investissements nécessaires pour déposer les brevets et protéger l'IP de l'entreprise? Et effectivement, comment est-ce que je peux exploiter, comment je peux les faire appliquer? Ce sont différentes étapes que doivent mettre en place les entrepreneurs pour s'assurer que le nécessaire est fait pour bénéficier. Et pour cela, il faut qu'il y ait un système qui puisse appliquer ces droits et qui puisse garantir un retour sur investissement de toutes ces démarches et de ce travail de protection. Ce sont des questions complexes. Le fait de renforcer les capacités au sein des organisations des entreprises, assurer qu'il y ait une prise de conscience au sein des PME, s'agissant des possibilités qui leur sont offertes, eh bien, implique la mise en place d'une coopération très importante. Et là, nous pouvons saluer le fait qu'il y a un renforcement des capacités au niveau national, régional, avec les organisations d'entreprises. Et il faut également organiser une véritable prise de conscience par différents événements, animations, pour qu'il y ait justement cette prise de conscience. Alors, on est en pleine période de reprise économique et nous avons ici, lorsque la pandémie a démarré, on était dans une période de transition à l'époque, on allait vers le numérique, on allait vers une économie plus verte et justement, il faut que les efforts puissent servir l'innovation et les droits et la protection de la propriété intellectuelle font partie, sont des éléments qui font partie intégrante de ces droits. Il faut donc s'assurer que les informations soient disponibles, accessibles aux
entreprises de manière à ce qu'elles puissent s'adresser aux bons experts, aux bons interlocuteurs, s'assurer qu'il y ait tout au long du processus une structure, une plateforme, une organisation, des interlocuteurs à même de répondre aux questions des entreprises et à un coût abordable. Également, l'objectif est de clarifier l'ensemble du processus pour l'ensemble des entreprises. Et ça, ce serait déjà vraiment un encouragement extrêmement important pour permettre aux entreprises d'évoluer dans leurs réflexions et de faire appel aux infrastructures existantes. Au quotidien, en fait, on voit vraiment le vécu, donc je trouve que c'est extrêmement intéressant et c'est une transition parfaite avec les témoignages que nous allons entendre. Vous, en tant que responsable de propriété intellectuelle d'un groupe comme OVH, quel est votre constat de la situation? Et puis, pouvez-vous nous expliquer comment est-ce que vous avez intégré votre stratégie pays au sein de la stratégie du groupe OVH? Avec plaisir. Tout d'abord, nous tenions à vous remercier pour cette invitation. La propriété intellectuelle est très importante pour OVH Cloud. Elle l'est pour nous-mêmes, mais également aussi pour tout l'écosystème que nous avons autour de nous. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, OVH Cloud, nous sommes le leader européen du cloud. Nous fournissons des solutions de cloud public et privé, d'hébergement mutualisé et de serveurs dans 140 pays à travers le monde. Nous sommes avant tout une société française créée à Roubaix dans le nord de la France en 1999. Donc on nous a effectivement demandé de témoigner sur l'intérêt des droits de propriété intellectuelle pour une licorne française, licorne que nous sommes. Alors d'abord, quels sont les droits de propriété intellectuelle d'OVH Cloud? Nous avons des marques, des brevets, des noms de domaine et nous nous appuyons également sur le droit d'auteur et sur le secret des affaires. Aujourd'hui, je vais plus particulièrement insister sur les brevets, mais c'est bien l'ensemble de ces droits qui font la valeur d'une société. Il ne faut en négliger aucun. Donc, à quoi servent les droits de pays pour une société comme la nôtre? En tout premier, à se protéger contre les attaques et à assurer notre liberté d'exploitation. Et nous allons y revenir. En second, à démontrer et valoriser la capacité d'innovation de sa société. En effet, à partir du moment où vous recherchez des investisseurs ou si vous décidez de rentrer en bourse, il est certain que votre politique globale de propriété intellectuelle ainsi que le portefeuille, notamment de brevets, vont être scrutés. Vous pouvez savoir que vous êtes innovant, vous pouvez le dire, mais c'est avant tout vos assets pays qui en sont la preuve tangible. Ça a déjà été dit tout à l'heure et c'est vraiment important à retenir. En troisième position, c'est assurer des relations saines de partenariat, de co-développement et promouvoir une recherche publique-privée ambitieuse autour des nouvelles technologies. En effet, quand on sait définir précisément en amont quelle technologie appartient à qui et quelle sera la répartition des droits des futurs développements, ça permet d'avancer en confiance et de se focaliser sur l'innovation. Pour revenir au premier point, donc se protéger contre les attaques et assurer sa liberté d'exploitation, il existe deux grandes menaces pour une société comme la nôtre. Les géants de la tech, qui peuvent se permettre de déposer des centaines, voire des milliers de brevets par an pour attaquer tentant de les concurrencer. Et puis les patent trolls. Donc il s'agit de sociétés dont le seul business consiste à racheter des brevets et à poursuivre des sociétés pour les obliger à leur reverser des redevances de licence. Clairement, déposer des brevets coûte cher et ce n'est généralement pas dans les priorités des sociétés lorsqu'elles sont en phase de lancement, et voire même plus tard malheureusement. Par ailleurs, tant qu'elles restent petites, ces sociétés peuvent espérer ne pas attirer l'attention des gros compétiteurs ou des patent trolls. Lorsque nous avons commencé à grossir et que nous avons décidé d'aller investir le marché américain, courant 2017, territoire par essence des GAFAM et des patent trolls, nous nous sommes dit que nous ne pouvions pas juste croiser les doigts et espérer ne pas se faire repérer. Donc nous avons décidé de lancer notre stratégie en propriété intellectuelle, lancer un patent programme, une politique de rémunération de nos inventeurs salariés, une formation également de nos salariés à la propriété
une sensibilisation. Et en 18 mois, nous avons déposé près de 50 brevets. 4 ans plus tard, nous détenons environ 120 familles de brevets. Il faut savoir que ces risques dont nous vous avons parlé ne sont pas simplement hypothétiques, puisque rien que l'année dernière, nous avons dû faire face à ces 2 cas. Ensuite, nous voulions profiter de cette tribune pour vous partager nos attentes pour nous et pour notre écosystème. En tout premier, nous pensons qu'il faut arriver à faire évoluer la vision de la France et de l'Union européenne de la propriété intellectuelle. D'abord par la formation. Clairement, nos ingénieurs IT, lorsqu'ils sortent de l'école, ils n'ont aucune connaissance en propriété intellectuelle, alors qu'ils innovent tous les jours. Pour eux, un logiciel n'est pas brevetable, fin de la discussion. Alors que pas du tout, il y a des moyens de breveter, non pas évidemment le développement logiciel tel quel, mais la méthode, le procédé mis en œuvre. Ensuite, en faisant évoluer les mentalités au sein même des entreprises. Et effectivement, si les sociétés US considèrent l'API comme un atout, les entreprises françaises ont toujours tendance à les considérer comme un centre de coût. Il faut arriver à inverser cette tendance. Pour OVH aussi, il a fallu batailler et surmonter un a priori défavorable de nos ingénieurs qui ont l'open source dans leur ADN et qui ne voyaient vraiment pas pourquoi nous devrions déposer des brevets logiciels. Nous avons dû leur montrer que brevet open source n'était pas du tout incompatible et nous avons été jusqu'à publier un patent pledge pour rassurer aussi la communauté open source qui nous est chère. Lorsque j'ai des collègues qui décident de quitter OVH pour monter leur propre start-up et voler de leurs propres ailes, je leur conseille toujours de prendre contact avec l'INPI, de se renseigner sur le Pass Pays notamment, et aussi sur la Masterclass Pays. À mon sens, une start-up aura toujours plus de chances de réussir si elle se protège en amont. Un autre souhait serait d'aider financièrement les sociétés. Nous savons qu'il y a eu de grands programmes de subventions dans certains pays comme la Chine, et la France et l'Europe se retrouvent à la traîne. C'est à notre sens un risque majeur pour notre économie et pour notre souveraineté. Je n'ai pas pu vous partager le slide qui montre à quel point, dans notre domaine en tout cas IT, nous sommes pris en sandwich entre les US et la Chine, entre les GAFAM et les BATX, mais ça ressemble un peu à un film d'horreur. Enfin, il faut promouvoir et financer les regroupements de défense. Il en existe beaucoup, notamment aux États-Unis. On parle de l'OIN, Lot Network, Unified Patent, RPX. Ce sont des patent pools ou fondés sur d'autres mécanismes. Et il nous semble qu'une alliance française ou européenne serait plus que bienvenue. Voilà. Merci pour votre attention. Merci Audrey, c'est très intéressant. Déjà, félicitations à OVH d'avoir fait ces constats et d'avoir pris conscience qu'il fallait faire quelque chose et d'être passé à l'action. Je pense que c'est un très bel exemple et un très beau témoignage de votre part et qui nous amène, je pense, collectivement à réfléchir davantage et mieux sur ce qu'on pourrait faire pour que d'autres entreprises puissent faire le même constat et agir dans la même direction. Parce qu'on a tous les ingrédients quand on y regarde de près. Si on prend le témoignage en France, nous avons d'excellentes formations, nous avons les meilleurs professeurs, nous avons des pépites et des joyaux en termes d'innovation, des talents, nous avons des très bons innovateurs, nous avons des prestations d'accompagnement, celles que vous avez citées sont très bonnes, nous avons l'aide de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle pour compléter. Nous avons des professionnels de l'API extrêmement bien formés qui manipulent ces outils, qui sont très robustes auprès des offices que sont l'Office européen des brevets, l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle ou les offices nationaux comme l'INPI en France.
Donc je pense qu'on a tous les ingrédients et votre témoignage, je pense, sera très précieux pour donner des bonnes idées à d'autres. Je pense aussi que Rosemonde Maillet, qui est à côté de moi, peut en témoigner, parce que c'est un bel exemple de ce qu'il faut faire, il me semble. L'Actips, entreprise créée en 2014, c'est bien cela, sur les fondations d'un brevet. Oui. Alors comment est-ce que vous vous y êtes pris et comment est-ce que vous en êtes arrivé là aujourd'hui? Écoutez, déjà, merci pour cette invitation aussi. Je suis ravie d'être là pour témoigner. Je vais dire quelques mots sur l'Actips afin que vous compreniez bien d'où on part et où est-ce qu'on est arrivé et comment s'explique cette stratégie pays qu'on a mis en place. Donc l'Actips est complètement engagé dans la transition écologique parce que les matières plastiques sont nécessaires à l'activité humaine, mais qu'aujourd'hui il faut maîtriser la fin de vie de ces matériaux. Et donc l'Actips fabrique et commercialise un matériau 100% biosourcé et biodégradable dans l'ensemble des environnements. Donc en fait, on a mis au point un matériau de rupture et ce matériau se présente sous la forme de granulés thermoplastiques. On le vend aujourd'hui à l'ensemble de la filière de la plasturgie, donc aux transformateurs pour faire du film, pour faire des pièces injectées, et aussi à l'industrie du papier pour déposer sur du papier. Et donc, ça permet d'atteindre et d'adresser les marchés du packaging, de l'agroalimentaire, de la détergence. Donc, voilà l'activité de l'Actips. Effectivement, l'Actips a été créé en 2014 sur l'exploitation d'un brevet de l'université Jean Moulin. Nous avons déposé en 5 ans 6 brevets internationaux et 2 marques. Et finalement, l'Actips, en 7 ans, depuis 2014, est passé de l'état de recherche à un site et une entreprise industrielle de 50 personnes. Donc, au niveau de la stratégie pays, vous en avez parlé pratiquement tous précédemment, on s'appuie sur la complémentarité des différents titres de propriété intellectuelle. Le dépôt de brevet, le secret d'affaires, le dépôt de marque. Si je vous présente notre portefeuille, aujourd'hui on dépose des brevets produits pour protéger nos formulations, nos recettes. Et ça, c'est la base pour avoir la liberté de fabriquer et commercialiser notre matériau. Et puis, vous l'avez dit, ça constitue clairement un avantage compétitif par rapport à nos concurrents. On dépose également des brevets d'application, puisqu'on est un peu, nous, en amont de la chaîne de valeur. Et en fait, ces brevets nous permettent de montrer aux marques, aux donneurs d'ordre, que notre matériau apporte des solutions sur le marché et répond aux besoins vraiment du marché. Donc voilà, ça aide vraiment à faire la transition entre le matériau à la commercialisation concrète. Nous avons décidé de garder secret notre procédé de fabrication parce que même en faisant du reverse engineering, il est très compliqué finalement de revenir à notre procédé. Et donc ça, clairement, c'est un gage d'expertise pour l'Actips. Voilà, puis après, on a déposé des marques, plus pour être dans une stratégie cohérente de propriété intellectuelle. Donc ce portefeuille, il est important et on s'est organisé aussi en interne, comme OVH, pour l'étoffer. Donc on a notre R&D qui utilise des cahiers de labo au quotidien. On dépose des enveloppes solo. Alors, ça ne constitue pas une protection, mais ça permet de prendre date au moment des avancées techniques significatives. C'est peu onéreux pour le coup, et ça permet vraiment en interne de démarrer une réflexion. Est-ce que cette avancée technique est une invention
Est-ce qu'on souhaite le divulguer via un brevet ou est-ce qu'au contraire, on souhaite le garder secret? Et puis pareil, on a aussi une politique RH incitative pour les inventeurs. Voilà au niveau du portefeuille. Donc, ce portefeuille, il est important parce que ça permet l'avantage compétitif par rapport aux concurrents, de donner confiance aux clients, direct ou en aval. Ça permet aussi d'accompagner notre développement à l'international. C'est vrai qu'on travaille beaucoup avec le Japon qui a des enjeux majeurs de réduction des déchets plastiques dans les océans. Et puis enfin, pas des moindres, ça constitue un actif immatériel qui nous a permis entre autres, de lever des fonds. L'Actips, depuis sa création, a levé 20 millions d'euros. Voilà. Je voulais également mentionner l'écosystème. Vous l'avez mentionné précédemment. Il est très important. Dans une PME, on n'a pas une personne forcément dédiée à l'API parce qu'il faut faire la recherche et développement, il faut faire les projets. Et donc, du coup, l'API, effectivement, arrive en plus. Donc, on a tout un écosystème qui nous aide. Je peux mentionner justement l'INPI qui, dès le début, nous a aidés sur la partie formation, sur la partie diagnostic. Alors, peut-être que du coup, nous, notre dirigeante a été sensibilisée très tôt du fait de la jeunesse de l'entreprise, puisque l'entreprise s'est créée entre la rencontre entre un chercheur qui avait déposé un brevet et une entrepreneur. Donc peut-être de fait, ça a permis ça. Mais en tout cas, je voulais quand même mentionner un outil que l'on a utilisé et qui est vraiment très bien, c'est la cartographie des brevets. On en a fait deux. Une première plutôt pour avoir une meilleure vision de notre environnement technologique. Donc là, ça nous a plutôt donné des pistes pour notre R&D. Et puis on en a fait une deuxième, davantage sur comment on pourrait utiliser notre matériau sur d'autres marchés. À quel marché on pourrait s'adresser avec notre nouveau matériau. Donc plutôt à des fins du coup de développement commercial. Je précise, Ronan, je me permets de couper, donc la cartographie, une prestation que l'INPI propose pour faire un 360 en quelque sorte du paysage brevet pour par exemple les usages que vous venez de citer. Et c'est vrai que c'est assez puissant et du coup, voilà, c'est des outils qui sont intéressants parce que un des obstacles aussi quand même que l'on rencontre, c'est la notion de veille. Parce qu'en fait, surveiller son environnement pays, son environnement technologique, c'est quelque chose qui est très chronophage. Et cet outil permet assez rapidement quand même d'avoir une vision très claire de là où on se situe. Voilà, pour conclure, vous l'aurez compris, l'innovation chez l'Actips rime de concert avec la stratégie pays. Et on pense vraiment que c'est gage de pérennité pour l'entreprise. Merci Rosemonde, je crois que c'est vraiment très éloquent une fois de plus. Clairement, on est dans les 10%, je crois, qui utilisent bien la propriété industrielle et c'est du travail bien fait. Et on voit bien que quand la stratégie de propriété industrielle est ancrée dans l'ADN de l'entreprise, en fait, tout découle et donc ça devient un indispensable et un centre de profit, comme on disait. Donc c'est vraiment un très bel exemple. Merci pour ce témoignage. Du coup, je crois qu'on a retrouvé Jean-David Malo. Alors Jean-David, on a assisté au début de votre témoignage. Vous nous avez mis l'eau à la bouche. On a très hâte d'entendre la suite. Je suis revenu juste après l'intervention de la précédente oratrice, l'Actips, et ça fait une très bonne transition puisque l'Actips est un des bénéficiaires du Conseil européen d'innovation.
Le Conseil européen de l'innovation, j'en disais quelques mots avant d'être coupé, a une ambition qui est de fournir en fait un soutien à l'ensemble des acteurs de l'écosystème d'innovation en Europe, de la génération d'une idée jusqu'à le portage et la croissance d'entreprises et notamment de start-up et de PME deep tech au niveau du marché non seulement européen mais mondial. Et pourquoi cet objectif Parce que nous avons, et j'entendais quelques mots de votre part il y a quelques minutes, nous avons en Europe énormément d'atouts en termes de capacité à créer de la connaissance, avec des universités au plus haut niveau mondial, avec des organismes de recherche identiques, et des entrepreneurs avec des idées tout à fait, avec des services divers et variés, qu'il s'agisse d'investisseurs, mais aussi en termes de soutien à la propriété intellectuelle qui sont présents. Mais nous restons avec deux principaux obstacles qui demeurent, malgré tout un ensemble d'actions qui ont été menées ces dernières décennies. D'une part, une difficulté concurrence et ces réseaux de recherche, cette connaissance vers des produits innovants, vers des procédés innovants pouvant amener à la création d'une entreprise. Et deuxièmement, une difficulté, elle, encore plus aiguë, à soutenir nos startups et nos PME, notamment deep tech, dans leur croissance rapide, alors même que nous sommes capables de créer, certaines années, même plus de startups deep tech que les États-Unis d'Amérique. Alors le Conseil européen d'innovation a pour but d'être ce programme, en coopération bien évidemment avec les acteurs nationaux, qui est le point d'entrée pour couvrir l'ensemble de ce spectre. Et donc de continuer tout d'abord à investir là où nous sommes forts, parce que la dernière chose à faire, c'est de ne pas investir là où nous sommes forts, c'est-à-dire dans cette capacité à générer des résultats de connaissance, explorer et émerger de très bien que dans un certain nombre de secteurs, ces technologies de rupture vont transformer la société dans laquelle nous sommes. Je mentionnais l'intelligence artificielle, la technologie quantique, la robotique, tout un ensemble de secteurs qui vont transformer non seulement les marchés existants, mais qui vont aussi transformer notre propre société. Et puis apporter en fait des solutions à ces deux barrières principales que je soulignais il y a quelques secondes. Et dans ce cadre, dans les trois schémas en fait qui forment le Conseil européen d'innovation, la dimension de la propriété intellectuelle est clé, parce que, y compris au niveau de l'émergence de nouvelles de coopération qui se met en place entre les différents acteurs de l'écosystème, évidemment les universités, évidemment les organismes de recherche, mais d'ores et déjà des startups et des entreprises qui s'intéressent à investir d'ores et déjà très en amont sur ce genre de questions. La question de l'accès à la propriété intellectuelle, de la question de l'utilisation de ces connaissances, non pas simplement à des fins de publication, mais à des fins d'innovation, est une dimension absolument clé, qui explique que l'EIC a des règles un peu spécifiques par rapport aux règles que vous trouverez en général du programme de recherche et d'innovation qui est Horizon Europe, dans lequel il s'inscrit. La deuxième dimension, qui sont cette volonté de soutenir le passage en fait des universités aux entreprises de ces technologies, de ces connaissances pour en faire des produits innovants ou des processus innovants. Ce que Pascal Lamy appelait le passage de la lab vers le fab, nécessite en fait pas simplement de soutenir nos entreprises ou nos startups avec des moyens pour faire de la R&D, mais aussi des moyens de leur permettre de mieux appréhender en réalité le marché vers lequel ils veulent se positionner. Et dans ce cadre, leur donner aussi une compréhension des enjeux de la propriété intellectuelle, de la nécessité d'avoir une stratégie pertinente par rapport à leurs objectifs de business plan, à savoir est-ce qu'il faut protéger le secret que mentionnait
c'est une possibilité qu'il ne faut pas écarter. Et la possibilité aussi, lorsque le business model est un business model basé sur des licences, parce que le business model est basé sur la question des marques, le fait que ces entrepreneurs soient parfaitement au courant des jeux devant eux, mais aussi des outils qui existent pour les accompagner dans ce travail, est absolument au cœur de notre réflexion et nous souhaitons les aider, y compris financièrement, à pouvoir bénéficier de ce type de soutien. C'est la raison pour laquelle nous avons aussi, et c'était mentionné par Andrea il y a quelques minutes, souhaité développer et renforcer notre coopération avec l'Office de l'Union européenne de la propriété, mais avec l'Office européen des brevets, mais dans ce cadre, dans une optique qui vise aussi à s'appuyer sur recours. Le troisième volet, qui est le volet le plus aigu et qui est cet accompagnement des startups et des PME européennes deep tech avec un fort potentiel de croissance, et sans doute celui le plus important en ce qui concerne l'EIC. Il est d'un point budgétaire, puisqu'une est conférée par le Parlement et le Conseil. Mais il l'est d'autant plus que c'est là en fait que la valeur peut se créer. Et j'entendais dans le clip d'introduction de cet événement, un des acteurs mentionnait l'importance d'avoir une stratégie de propriété intellectuelle rassurante aussi, convaincante pour les investisseurs. Dans le cadre de l'accélérateur, qui est notre troisième pilier au sein du Conseil européen de l'innovation, vous savez que nous ne fournissons plus simplement des subventions, mais aussi un investissement direct dans le capital des entreprises. Et nous avons testé cette possibilité avec plus de 140 startups et PME au niveau européen entre 2019 et 2020. Continuons à le faire à partir de 2021 sur la période 2021-2027, avec bien évidemment l'objectif d'attirer d'autres investisseurs. Et dans ce cadre, il est essentiel effectivement que les entreprises qui sont bénéficiaires aient une politique en termes de propriété intellectuelle qui soit capable de convaincre les investisseurs. Nous avons pu le constater très clairement dans le cadre du pilote que nous avons mené, et les entreprises qui ont été capables de démontrer effectivement qu'elles avaient pris en compte cette dimension ont été capables quasiment dès les premiers mois d'attirer d'autres investisseurs que le Conseil européen de l'innovation, avec un rapport de 1 à 3, donc 1 euro investi de notre côté, 3 euros attirés de la part d'autres investisseurs. Cette dimension-là est absolument clé pour pouvoir justement attirer d'autres importants que bien évidemment le Conseil européen de l'innovation, dans ce cadre, participe à l'objectif politique de la Cour à deux occasions et soutenu par le Conseil européen de renforcer l'autonomie stratégique de l'Union européenne. Dans un certain nombre de secteurs qu'on évoquait il y a quelques minutes et où nous avons le potentiel en Europe pour redevenir les leaders que nous étions au siècle dernier, au début du siècle dernier, et que nous ne sommes plus dans un certain nombre de secteurs aujourd'hui, la dimension propriété intellectuelle jouera un rôle clé. Et c'est pour cela qu'il est absolument essentiel que nous accompagnions effectivement nos innovateurs, nos entrepreneurs, pour leur donner ces moyens. Le Conseil européen de l'innovation y contribue. Il ne peut pas le faire seul, il doit le faire avec des partenaires. Certains sont là aujourd'hui autour de la table en présentiel ou en virtuel, mais c'est une dimension qui est absolument clé car les moyens financiers ne suffiront pas. Les services apportés à nos innovateurs sont plus importants d'une certaine manière encore. Les relations avec les différents acteurs de l'écosystème sont absolument essentielles. Et je voudrais juste citer dans ce cadre les initiatives que nous avons prises pour apporter en fait des possibilités de connexion à nos startups et nos PME vis-à-vis de grands groupes, qui valider des technologies innovantes qui peuvent transformer tout un secteur. C'est notre ambition en commun aussi avec l'Office de l'Union européenne
européenne pour la propriété intellectuelle vis-à-vis de l'écosystème pouvant aider en fait nos entreprises à développer une politique de propriété intellectuelle leur permettant de mettre en œuvre leur objectif et leur stratégie de développement. Donc voilà, telle est l'ambition de l'EIC, une ambition forte, mais une ambition qui se veut inclusive et que l'EIC ne pourra pas mener à bien sans un ensemble d'acteurs, y compris et notamment dans le cadre de la propriété intellectuelle. Merci Jean-David. Je pense que vos propos sont extrêmement complémentaires de ceux que nous avons entendus des différentes institutions autour de cette table ronde, et votre stratégie partenariale s'intègre parfaitement dans cette complémentarité. Donc tout cela est bien cohérent, merci. Heureusement qu'on a retrouvé le son, on a bien fait d'attendre jusque-là. Merci Jean-David. Je laisse la parole maintenant à Jacques Léviner. Jacques, que vous inspirent les échanges que nous avons eus jusqu'à présent et quel message voulez-vous nous partager aujourd'hui ? J'ai trouvé que tout ce qui a été dit était passionnant. Passionnant à la fois au niveau des entreprises qui ont présenté et des institutions et de ce qu'elles peuvent apporter. Alors, je voudrais partager avec vous quelques expériences personnelles. Je suis un praticien, si je peux dire, de la propriété intellectuelle. J'ai eu la chance, jeune chercheur, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, de rentrer à l'école de physique et chimie de Paris, qui avait une tradition inhabituelle dans l'écosystème français, qui allait jusqu'au développement industriel et au dépôt de brevets. Et en particulier, j'aime à rappeler, parce que c'est caché, comme si c'était honteux, les Curie ont déposé des brevets. Les Curie travaillaient dans notre école, et ils ont déposé des brevets. C'était tellement mal considéré de déposer des brevets qu'il y a des écrits qui disent qu'ils n'ont jamais déposé de brevets, simplement pour faire bien. La réalité, c'est qu'ils en ont déposé. Donc, j'ai eu la chance de rentrer dans cet écosystème, et cet écosystème fait de la recherche très fondamentale. On a un grand nombre de prix Nobel, et en même temps, de la recherche très appliquée. On va jusqu'aux créations de start-up. Alors, quelques réflexions qui s'appuieront beaucoup sur ce qui a été dit et que je partage très fortement. L'innovation, il y a deux types d'innovation. Il y a l'innovation incrémentale, et elle est indispensable. Une entreprise doit faire évoluer ses produits, elle doit protéger ses améliorations, ses perfectionnements. Je raconte parfois une histoire que vous connaissez tous. La bougie s'est améliorée pendant plusieurs siècles pour faire une plus jolie lumière, consommer moins. Et puis, il y a eu l'innovation de rupture, la lampe électrique. Et la lampe électrique a tué l'industrie de la bougie, à part pour les anniversaires. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant plus de 100 ans, la lampe s'est améliorée. La couleur était meilleure, plus agréable. Et puis, innovation de rupture, la LED est arrivée. Et la LED a tué l'industrie de la lampe électrique. Et donc, vous voyez qu'il ne faut pas opposer innovation incrémentale et innovation de rupture. Les deux sont nécessaires. Alors, quelle est la situation de la propriété intellectuelle vis-à-vis des PME? Je distinguerai deux catégories de PME. Les start-up, qui nécessairement démarrent sur une innovation plutôt de rupture, et les entreprises déjà installées qui améliorent leurs produits, qui progressent. Dans le cas des start-up, il n'y a aucun doute, les brevets sont un outil essentiel. Ça a été dit par plusieurs participants. Sans brevet, comment allez-vous protéger votre éventuel succès industriel alors que vous avez fait tant d'efforts, vous vous êtes fâché avec votre copain, votre copine, en travaillant tout le temps, et puis finalement vous avez un produit qui marche, et vous voyez que sur le plan éthique, ce serait scandaleux qu'il puisse être copié par n'importe qui. Donc il y a une justification morale au brevet. Ce n'est pas, contrairement à ce qui est dit parfois, un objet monopolistique, c'est un facteur de progrès. Donc ça, c'est une première raison pour une start-up de prendre des brevets. Il y a une deuxième raison,
Et elle a été évoquée au cours de cette table ronde. Je la dis un peu en cachette, parce qu'il ne faut pas le dire comme ça. Quand vous cherchez à lever des fonds, vos investisseurs, ils regardent bien sûr la tête que vous avez. Est-ce que vous êtes sympathique, pas sympathique? Ils regardent votre projet. Est-ce que votre projet est bien? Et puis, ils font un audit. Mais dans une start-up, il n'y a rien. Il n'y a pas d'immeuble, il n'y a pas de machine. Et donc, quels sont les seuls actifs? Ce sont des actifs de propriété intellectuelle. Et donc, l'investisseur va regarder votre portefeuille. Si votre portefeuille de brevets est vide, bah, c'est un méga problème. Si votre portefeuille n'est pas vide, alors tout devient possible. Ça ne veut pas dire que vos brevets sont bons, parce que, en général, la start-up est créée assez rapidement. Et donc, peut-être que les brevets ne sont pas bons. Mais ils existent. Ils existent, des demandes ont été faites. Ça ne veut pas dire que les brevets ont été accordés. Mais sur la base de ces demandes, vous allez peut-être pouvoir convaincre un investisseur de tenter l'aventure avec vous. Donc, dans le cas des startups, il n'y a aucun doute, les brevets sont un facteur incontournable. Alors, je parlais des PME qui ont déjà une existence plus ancienne. D'une certaine manière, c'est la même chose. Il faut qu'elles fassent évoluer leurs produits. Dans le cadre de la concurrence, il va y avoir, à un moment, quand les brevets d'origine seront tombés ou risqueront de tomber, des concurrents vont apparaître. Et vous voyez que pour les PME, c'est aussi un facteur très important. Alors, pourquoi est-ce qu'elles déposent si peu? Et je pense que les organismes ont un grand rôle à jouer de formation. Les chefs d'entreprise, à quelques exceptions près, et vous nous avez cité un exemple de chef d'entreprise sensible à la propriété intellectuelle, les chefs d'entreprise, surtout d'un certain âge, ont tendance à considérer que les brevets, c'est des dépenses pour rien. Et comme ils disent parfois, de toute façon, un brevet se contourne. Eh bien, la réponse, c'est non. Un bon brevet ne se contourne pas. Je vous raconte une anecdote. Quand j'étais jeune chercheur à l'école de physique et chimie de Paris, j'avais développé une technologie de commutation qui aujourd'hui semble antédiluvienne. C'était pour la téléphonie, la commutation spatiale. On est passé au temporel depuis longtemps. Et j'avais déposé une demande de brevet sur mon système. Un grand groupe industriel vient me voir à l'école, dans mon bureau, et commence à discuter une licence avec moi. Je débutais. Je trouvais que les conditions qu'ils proposaient n'étaient pas très généreuses. Et à un moment, mon interlocuteur me dit « De toute façon, vous êtes grand comme ça, nous on est comme ça. On discute pour être gentil avec vous, mais vous ferez ce qu'on veut. » Eh bien, je peux vous assurer que je n'ai pas fait avec eux. J'ai traité avec d'autres et eux n'ont pas eu. Donc quand on dit un brevet se contourne, ce n'est pas vrai. Un brevet ne se contourne pas s'il est bon. Bien sûr, il y a des brevets. Alors, les patrons de PME ont une très mauvaise connaissance du système des brevets. J'entends parfois, je conseille parfois des entreprises, et je vois le patron qui me dit « Regardez cet appareil, il est génial, on l'a présenté déjà à plusieurs salons, les clients accrochent à mort, vous ne croyez pas qu'on devrait le breveter ?» Je leur dis « Vous l'avez diffusé, c'est trop tard. Il fallait déposer la demande de brevet avant, au minimum prendre une enveloppe solo. » Voilà. Donc il faut apprendre aux patrons d'entreprise des règles de base. Deuxième règle que je vois constamment ignorée, l'année de priorité. Même chose, je rencontre un patron qui me dit regardez cet appareil, il a un succès fou. Vous ne croyez pas qu'on devrait l'étendre à l'étranger?
le brevet. Je leur dis, oui, c'est une bonne idée, vous l'avez déposé quand? Le brevet initial. Oh, ça doit faire 1 an et demi. Voilà. Un exemple de méconnaissance qui est dramatique. Alors, ça a été mentionné, et je pense qu'un autre facteur qu'il faut encourager, c'est la collaboration entre des PME et des centres de recherche ou des universités. Le monde académique contient énormément d'innovations en devenir, mais elles n'ont pas été transformées. Il faut donc favoriser tout ce qui peut aider le passage et la fusion du chercheur et de l'entrepreneur. Dans certains cas, c'est le même. Il y a des cas exceptionnels. J'ai un ancien étudiant, Éric Carrel, il a fait des trucs merveilleux. Il est à la fois innovateur et entrepreneur. Mais très souvent, le chercheur n'a pas la capacité de l'entrepreneur, n'a pas la vision non plus. Il est attiré par la recherche. Donc, il y a eu des évolutions dans cette relation. Je pense que les universités, les centres de recherche doivent avoir une ouverture plus grande. Ils ont tendance encore à considérer qu'ils ont pris un risque, qu'ils ont déposé des brevets, et il va falloir faire payer l'autre. C'est un très mauvais raisonnement. C'est un raisonnement court terme. On fait payer l'autre, ça va rapporter quoi? Des broutilles. Alors que si on crée un développement industriel, ce serait sans comparaison sur le plan économique et sur le plan de l'emploi. Donc, voilà quelques formulations très simples qui me semblent indispensables à encourager. Alors, il y a d'autres éléments. On a parlé des marques. Je pense que la marque est une des start-up issues de notre école. Elle a démarré sur un brevet dans le domaine du diagnostic de certaines pathologies du foie. Elle a connu pendant 20 ans, le brevet va tomber l'année prochaine, un développement exceptionnel avec une rentabilité exceptionnelle puisqu'il n'y avait pas de concurrents. Maintenant que des concurrents apparaissent, les médecins continuent de prescrire aux clients. Vous allez vous faire, je ne dis pas la marque parce que je ne vais pas faire de publicité, mais vous allez vous faire un examen de machin, même si c'est sur l'appareil d'un concurrent. Et chaque fois je le dis, ça me fait penser à Frigidaire avec réfrigérateur. Non, Frigidaire, c'est une marque déposée. Et la marque va permettre de continuer à bâtir des actifs sur la base de ce que le brevet a permis pendant la phase initiale. Donc voilà, je ne sais pas comment j'en suis par rapport à mon temps, il m'arrive parfois de dépasser, c'est pour ça que je suis prudent. Il est temps d'éjecter le bouquet final du feu d'artifice. Voilà. Ben le bouquet, la conclusion de tout ça, c'est que la propriété intellectuelle est fondamentale. Il y a eu des excès avec les patent trolls. Les patent trolls, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le premier a été créé par Nathan Myhrvold, avec l'aide de Microsoft, Google, Apple et d'autres. Ça a été de dire, on est le chevalier blanc, on va aider le petit inventeur qui ne sait pas se défendre. Donnez-nous votre brevet, petit inventeur, et nous, on va le valoriser. Comme ils avaient des fonds considérables, plusieurs milliards de dollars, ils pouvaient acheter n'importe quel brevet. Et sur n'importe quel sujet, ils pouvaient aller voir un industriel en lui disant « c'est très bien, félicitations pour votre produit, mais j'ai 27 brevets qui le couvrent. Donc il va falloir passer par moi. » Ça m'est arrivé dans une de mes startups. Je pense que là, il faut limiter la nuisance potentielle des patent trolls parce qu'ils ne créent pas de l'économie, ils ne créent pas de richesse, ils ne créent pas de progrès. Alors que les brevets sont des facteurs de progrès, sont des facteurs de croissance. Je pense que tout ce qui pourrait être fait pour aider les PME à être sensibles à la défense de leurs inventions, de leurs innovations, ça permettra de développer l'économie européenne et de la rendre compétitive par rapport aux deux grands pays qui ont été cités, les États-Unis, mais ça c'est très ancien, et la Chine,
qui arrivent avec un nombre de brevets phénoménal et de brevets qui ne sont pas des brevets nuls, comme on a tendance à le dire, mais qui commencent à être d'excellents brevets. L'Europe doit réagir, elle peut réagir, elle a tous les atouts pour le faire, ça a été dit, de bonne formation, de bons centres de recherche, une industrie capable de réagir, il faut lui donner la possibilité de le faire. Merci Jacques. Je crois que l'authenticité des propos leur donne une force et une valeur encore plus grande. Donc merci infiniment. Et avant de passer aux questions, pour conclure et après vous avoir entendu, moi je dirais que l'innovation est un peu l'oxygène qui circule dans les poumons de l'économie européenne, que sont les PME finalement. Et la propriété industrielle et la cage thoracique qui les protège, elle est indispensable. On ne peut pas s'en passer. Voilà comment on pourrait conclure, je crois, nos échanges. Merci à tous. Mais avant de nous séparer, je crois que nous avons quelques questions. Tout à fait, François-Xavier. Et discussion très intéressante, mais toutes bonnes choses ont une fin. On va prendre 2 questions rapides, réponses courtes. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Je prends cette question. François-Xavier, vous me direz à qui on l'attribue. Dépose-t-on des brevets parce que l'on a de l'argent ou devient-on riche parce qu'on a des brevets? Donc... Alors peut-être Yann Meunière, si Yann est en ligne parmi nous. C'est un investissement de long terme avec des options pour créer de la valeur, on en a parlé, collaboration, attirer des investissements, protéger les actifs immatériels. Je dirais même que c'est un investissement stratégique. Et ça a des implications concrètes qui ont été citées aussi cet après-midi. J'aimerais mentionner, je vais terminer là-dessus. Ça veut dire que la gestion des brevets n'est pas un centre de coût pour les PME. Elle ne doit pas être construite comme un centre de coût, c'est comme un centre de valeur. Les meilleures entreprises, celles qui gèrent le mieux leur propriété intellectuelle, organisent la propriété intellectuelle comme un centre de création de valeur. Ça veut dire aussi que la question de la propriété intellectuelle et des brevets concerne le patron et pas seulement un département spécialisé. Donc, les entreprises les plus dynamiques, encore, et on l'a vu cet après-midi, sont celles où le dirigeant a une stratégie de propriété intellectuelle. Et enfin, parce que c'est un investissement stratégique, c'est holistique, ça concerne toutes les parties de l'entreprise. Il faut des spécialistes, mais il faut aussi des spécialistes de finance, des spécialistes de marketing, de production, de technologie qui s'intéressent aux questions de propriété intellectuelle dans l'entreprise. Merci Yann. Je crois que Jacques a peut-être un mot à ajouter. Pour rebondir là-dessus, quand j'étais jeune chercheur, je déposais des brevets, et chaque fois, après un certain temps, j'avais un salaire de chercheur, quand je rentrais à la maison et je disais à mon épouse, tu sais, j'ai une nouvelle idée, elle devenait toute blanche. Elle voyait les réserves familiales qui s'effondraient. Mais comme vous l'avez dit, c'est un investissement sur le long terme. Merci. Peut-être une dernière question et on va clôturer. Donc, que diriez-vous, peut-être c'est une question pour Jacques, à un chef d'entreprise qui vous dirait que la propriété intellectuelle ne lui apportera rien? Qu'il a tort. Vous vouliez une réponse courte. Voilà, bravo, je dirais, en tout cas bien joué, réponse concise. Donc voilà, vous voulez rajouter autre chose et sinon on s'arrête sur cette réponse qui est très très claire. Ajouter une question, s'il nous reste quelques secondes. Peut-être pour Andrea, on a beaucoup parlé du système de propriété industrielle comme outil protecteur. Et pour un dirigeant de start-up ou de PME, je pense que c'est assez clair la notion de protection. Mais il nous arrive d'entendre dans la bouche de ces dirigeants qu'il est très compliqué de faire valoir ses droits quand ils font face à une situation de contrefaçon. Comment on peut voir l'avenir, comment on peut l'écrire et qu'est-ce que l'Office peut proposer? Thank you very much for this question. It's not easy Merci to beaucoup answer in pour few cette words. question. I think Pas there will be facile a de panel actually répondre. on this En fait, on devrait avoir tout un table ronde là-dessus. Mais alors, très brièvement, il faut absolument déposer un brevet et il faut s'inscrire. Il y a des gens qui viennent me voir, on me copie, mais est-ce que vous avez déposé? Non. Ben voilà, c'est la première chose à faire. Et dans cette table ronde, on a déjà vu ça. À part cela, nous, à notre niveau, et en ce qui concerne les PME, il faut vraiment aider leur accès pour eux, indiquer à leurs autorités en fait de tutelle qu'il y a un problème. Donc voilà, c'est ce que nous faisons avec la police, avec les États membres différents, avec le droit et la loi, parce que c'est ainsi qu'ils peuvent comprendre qu'il y a un problème. Et c'est ce qu'on appelle le portail
provide IP enforcement. À part cela, il faut que tout démarre au niveau le plus haut. Il faut que ce soit une priorité au niveau politique, parce que sinon, lorsqu'on parle avec la douane, les tribunaux et les polices, ils nous disent c'est pas une priorité pour nous. Recently, in the European Union, the fight against counterfeiting is again among the 10 priorities in the fight against organized crime. And this will be a very important thing that will allow us to advance in this in the next years. Thank you, Andrea. Merci, Andrea. Merci. Merci à tous. Merci, François-Xavier. Merci à tous nos panélistes. Discussion très intéressante, mais notre programme continue et on se retrouve dans quelques minutes pour la suite. À tout à l'heure.